Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette longue vidéo. Dans cette longue vidéo, vous allez découvrir comment choisir le fusil de chasse idéal. Choisir votre fusil de chasse. Alors, si vous avez envie de casser votre tirelire, d'aller chez l'armurier et de vous acheter un nouveau fusil de chasse ou de vous acheter votre premier fusil de chasse, vous devriez vraiment regarder cette longue vidéo parce qu'on va parcourir ensemble l'ensemble des éléments que vous devez connaître avant de faire votre choix et de dépenser 600, 1000, 2000, 3000, 4000 euros, voire parfois beaucoup plus. Donc ça vaut la peine de prendre le temps de regarder cette vidéo qui va vraiment vous aider à choisir le fusil qu'il vous faut. Alors juste avant de commencer cette longue vidéo sur le choix du fusil de chasse, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne. Donc vous avez un bouton qui est juste là en dessous, c'est écrit abonnez-vous. Cliquez simplement dessus et vous pourrez être comme ça au courant de toutes les nouveautés sur chasseurtechnique.com.fr, je ne sais plus, chasseur technique en tout cas. Ok? Alors c'est parti et on va déjà commencer par les trois critères qui font que vous devez choisir un fusil de chasse plutôt qu'un autre. Le critère numéro 1, évidemment, c'est votre budget. Le critère numéro 2 pour choisir votre fusil de chasse, c'est votre morphologie. Et enfin, le critère numéro 3 pour choisir votre fusil de chasse, c'est le type de chasse que vous allez effectuer. Et évidemment, lorsque vous vous rendez chez les armuriers, vous voyez des dizaines, voire parfois même des centaines de modèles en vitrine. Votre armurier est là pour vous guider, mais moi aussi, je suis là pour vous guider. Donc, on va regarder en fonction de ces trois éléments, le budget, la morphologie, le type de chasse, vers quel type d'arme vous devez vous orienter. Allez, c'est parti et on y va pour cette longue vidéo. Alors on y va avec le critère numéro 1 qui est le budget. Le budget pour acheter votre fusil de chasse. Évidemment, et je sais ce qui va se passer, ce que je vais dire dans cette partie, ça va certainement faire hurler des gens, ça va peut-être même faire hurler des fabricants de fusils, mais c'est pas grave. Ici, on a un message qui est indépendant de l'industrie de la chasse. Donc sur le budget, qu'est-ce que j'ai à vous dire lorsqu'il s'agit d'acheter votre fusil de chasse? Déjà, le budget, évidemment, celui que vous avez, bien évidemment, c'est le vôtre. Enfin, c'est idiot à dire, j'ai l'impression de dire des idioties, mais vous n'allez pas pouvoir le dépasser. Il y a des personnes qui vont avoir un budget inférieur à 800 euros. Vous allez avoir des personnes qui vont acheter un fusil, on va dire, dans une fourchette de 1000 à 2000 euros. Et puis ensuite, des personnes qui vont aller de 2000 à 4000 euros. Et puis ensuite, il y a ce que moi je considère comme étant déjà les fusils haut de gamme, qui sont à plus de 4000 euros. Je pense que le gros des ventes, il va se situer dans cette fourchette ici avec des fusils à 1500, 1800, 2000 euros qui permettent déjà d'avoir du très bon matériel. Ok? Et même à moins de 800 euros, hein, aujourd'hui, vous avez de l'excellent matériel. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit votre budget, les fusils dangereux, il n'y en a plus. D'accord? Les pétoirs qui vous pètent à la tronche, ça n'existe plus aujourd'hui. Les fusils sont aujourd'hui des fusils non dangereux, des fusils qui sont sécurisés. Ok? Il n'y a plus de marques qui posent des problèmes de sécurité. Je ne parle pas de fiabilité, hein. Il y a des marques qui sont plus fiables que d'autres. Mais en termes de sécurité, aujourd'hui, vous ne risquez rien en prenant un fusil entrée de gamme. D'accord? Alors, euh, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez un budget qui est petit, si vous avez un budget qui est petit, c'est-à-dire inférieur à 1000 euros, voilà, vous avez un budget, je ne sais pas moi, d'à peu près 600 euros ou 700 euros, allez vers les semi-auto. Allez vers les semi-auto. Pourquoi? Parce que ce sont des fusils qui sont économiques et qui ont une grande polyvalence. D'accord? Alors, si vous êtes un gaillard, prenez un calibre 12, ok, avec des canons de 70 centimètres. Avec ça, vous serez armé pour pratiquer la grande majorité des chasses à la gerbe de plomb. Le bois, pas de problème. La plaine, pas de problème.
si vous tirez du mégratteur, vous pouvez racheter plus tard un canon plus long pour avoir plus de portée. Mais voilà, si votre budget est petit, semi-auto, calibre 12. Si vous n'êtes pas un gaillard, si vous avez un gabarit un peu plus frêle, ou que vous êtes un jeune, vous n'avez pas encore 100% de votre force musculaire, ou si vous êtes une dame et que vous ne voulez pas quelque chose de trop lourd, je vous conseille un calibre 20, ok, en semi-auto. Vous trouverez de la variété en semi-automatique à moins de 1000 euros dans ce genre de gamme, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, si vous avez un petit budget. Maintenant, la question que les gens se posent souvent quand ils achètent un fusil, ils se demandent souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un fusil de marque et acheter, entre guillemets, le bas de gamme de la marque, ou est-ce qu'il faut avoir un fusil d'une marque moins prestigieuse et prendre le fusil un peu haut de gamme de la marque moins prestigieuse? Alors, on va regarder ce point précisément et je vais vous donner un exemple. Donc, imaginez, vous avez un budget confortable. Vous avez un budget confortable de 2000 euros. À 2000 euros, vous avez déjà une palette de fusils qui est absolument énorme. Ok, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques de référence disponibles. Est-ce que vous devez plutôt prendre, je ne sais pas moi, un Beretta plutôt entrée de gamme, ou est-ce que vous devez aller dans une marque qui est moins cotée et prendre le haut de gamme chez eux? Ah, alors ça, je vais peut-être faire hurler des gens. Mais moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'aller sur la marque qui est reconnue, qui est pointue. Pourquoi? À cause de la revente. Les marques connues décotent beaucoup moins que les marques peu connues. D'accord? En plus de ça, avec du bas de gamme sur une marque peu connue, à prix équivalent, vous aurez probablement une meilleure qualité, une meilleure durabilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, le fusil, entre guillemets, haut de gamme de la marque prestigieuse vendu 2000 euros, il va être plein de petits trucs techniques en plus. On va vous dire que c'est de l'acier, machin truc. On va vous dire que la bascule, c'est la bascule, machin bidule. On va vous dire que la crosse, elle est faite en matériaux, machin truc, machin truc. Et on rajoute en fait plein de petits éléments marketing. Ici, vous allez avoir un fusil qui est peut-être techniquement plus simple, mais qui sera probablement équipé de meilleurs éjecteurs, d'une meilleure canonnerie. Donc en gros, vous n'aurez pas les petits bidules marketing techniques, ces machins-là, vous les aurez pas, mais vous aurez ce qui compte. Éjecteur fiable, canonnerie qui tient longtemps, cross éprouvé, etc., etc. D'accord? À prix équivalent, la marque vous donnera moins d'emballage marketing, mais probablement plus de fiabilité. Alors je suis d'accord, hein, c'est un discours qui est contestable. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que j'avance, c'est pas grave, hein, on a droit d'avoir des avis différents. Mais en tout cas, il y a un truc que vous ne pouvez pas contester. Le truc que vous ne pouvez pas contester, c'est ça. C'est le prix en occasion. Ok, les fusils, ça se revend. Et évidemment, si vous avez un fusil d'une marque très connue, il décotera moins qu'un fusil de marque moins connue, moins prestigieuse. Ok, donc, je vous conseille, à prix équivalent, d'aller plutôt vers la marque haut de gamme et choisir le fusil entrée de gamme que d'aller vers une marque moyenne de gamme et de choisir le fusil haut de gamme de cette marque. Ok, j'espère que vous comprenez bien le truc. Mais en gros, l'occasion d'une marque prestigieuse vous garantit une décote plus faible et un meilleur prix. C'est la même chose pour les voitures. Un exemple comment dire, significatif. Est-ce qu'il vaut mieux, je ne sais pas moi, si vous avez un budget voiture confortable de 25 000 euros, est-ce qu'il vaut mieux prendre une petite BMW ou la grosse voiture de marque française? Ok?
Je suis d'accord, hein, la grosse voiture de marque française, elle aura probablement peut-être plus d'équipement. Elle sera peut-être même plus spacieuse. Donc elle aura des trucs en plus. Ici, vous aurez sans doute une voiture d'une gamme inférieure, plus petite, moins d'équipement. Mais d'un point de vue strictement économique, d'un point de vue strictement économique, et ouvrez un magazine de bagnole et vous verrez que j'ai raison, d'un point de vue strictement économique. Ce modèle-là, la petite voiture allemande haut de gamme, elle perdra beaucoup moins de valeur, des cotes faibles, que la voiture un peu plus grosse d'une marque française au même prix. Là, vous aurez une décote plus importante. Est-ce que c'est lié à des éléments qui sont factuels? Est-ce que réellement la grosse marque française, elle est moins bien? Probablement pas. N'empêche que c'est une réalité. Les marques premium décotent moins que les marques non premium. Donc, pour choisir votre fusil, pensez peut-être que d'ici 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, vous voudrez le revendre et vous décoterez moins en allant sur une marque très connue. Alors moi, je suis sponsorisé par aucune marque, ok? Chasseur Technique, c'est un site qui gagne sa vie en vendant ses propres contenus. Donc, j'ai aucun problème à citer certaines marques ou d'autres. Alors, le point suivant, c'est votre morphologie. Et là, on arrive dans une thématique qui est extrêmement large, qui est la conformation du fusil, l'adaptation du fusil au tireur. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus là-dessus, déjà si vous voulez vérifier la conformité de votre arme, à télécharger le guide qui est disponible gratuitement sur Chasseur Technique. J'ai écrit un guide qui permet et qui montre en fait comment valider la conformité de votre fusil. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site Chasseur Technique. Il est disponible à cet endroit-là. D'accord? Je vous invite vraiment à le faire. Alors maintenant, parlons donc de votre morphologie et du choix de votre fusil. Il est clair que si vous avez un petit gabarit ou si vous avez un grand gabarit, vous n'avez pas les mêmes besoins en termes de fusil et de calibre. Là, vous pourrez aller facilement sur du 12. Là, il faudra peut-être préférer du calibre 20, peut-être même encore plus petit, du 28. Alors juste un mot, mais il faut savoir que si vous tirez bien, vous pouvez pratiquer la majorité des chasses avec un calibre 20. D'accord? C'est pas, enfin, je veux dire, évidemment, il y a des chasses qui nécessitent un calibre 12 très puissant avec des portées qui sont très grandes, mais gardez en tête que l'immense majorité des gibiers que vous allez tirer, ils vont se trouver, alors si vous êtes dans les bois, ça peut être 5 mètres, voire moins parfois, mais on va dire dans une fourchette qui va de 5 à 25 mètres. D'accord? Euh, le calibre 20, il est parfaitement adapté sur ce genre pour ce genre de portée. D'accord? Donc évidemment, vous n'allez pas trimballer le même genre de fusil si vous êtes grand ou petit, la longueur de crosse, la longueur de canon, le poids, etc. Plus vous avez un gabarit frêle et plus vous devrez vous orienter vers un fusil léger et petit calibre, et plus vous serez grand, plus vous pourrez porter une arme qui sera lourde. Toutefois, en chasse, le poids est un élément quand même qui est prépondérant. Si vous marchez beaucoup, si vous faites de la plaine, se balader avec un fusil lourd, c'est quand même fatigant. On peut faire un comparatif par exemple entre la chasse et le ball-trap. À la chasse, on porte beaucoup, on tire peu de tirs. Ok, sur une journée, vous allez tirer quelques cartouches. Au ball-trap, on porte peu, mais on tire beaucoup. Donc, on aime les fusils lourds au ball-trap parce que le fait de tirer beaucoup avec un fusil lourd, bah déjà, si le fusil est lourd, vous avez moins de recul. Et puis, c'est pas grave si le fusil est lourd parce que finalement, on marche pas. Et quand vous n'êtes pas en action de tir, eh bien, le fusil, il est posé et vous n'avez pas à le porter. En chasse, c'est l'inverse, hein. Finalement, avoir peut-être un peu plus de recul parce que vous avez un fusil qui fait 3 kilos et ici vous avez un fusil qui fait 3,8 kg, ici vous avez un fusil qui est 3 kilos.
Donc à calibre équivalent, vous aurez probablement beaucoup plus de recul ici. Alors évidemment, il n'y a pas que le poids du fusil, mais c'est quand même un facteur déterminant sur le recul. Mais c'est pas très grave si vous tirez 12 cartouches sur une journée. Par contre, en fin de journée, là, les 3 kilos, vous serez content. Si vous vous baladez en action de chasse avec un fusil qui fait 3,8 kg, 3,9 kg, c'est fatigant. Voilà, si vous marchez je sais pas, dans des champs, qu'il pleut, que le sol est gras, collant, et qu'en plus de ça, vous devez porter le fusil, vous allez être juste crevé, d'accord? Et ça peut poser des problèmes de sécurité, hein. D'ailleurs, on peut trébucher, etc., etc. Donc, parlons plutôt, donc vous comprenez le principe, hein, je veux dire, les fusils légers, bah, c'est plutôt les calibres 20, les semi-auto. Les fusils lourds, c'est plutôt les les superposés. Ici, en fusil léger, on peut rajouter les juxtaposés. C'est des modèles qui sont légers. Donc là, évidemment, vous trouverez des fusils légers, là, vous trouverez des fusils lourds. Mais c'est pas. Enfin, donc le poids est important en termes de confort, en termes de fatigue. Mais rentrons de façon un petit peu plus spécifique et parlons, par exemple, de longueur. Longueur de canon. Alors, longueur de canon. Ça, c'est un vaste sujet de débat et j'ai envie maintenant de vous donner des informations. Donc, on va faire une colonne avantages, inconvénients des longs canons. Évidemment, les longs canons, ils sont favorables parce qu'ils vous donnent un bon équilibre dans le swing, ils vous donnent une longue portée. Et bah, par exemple, en balle trap, on va de plus en plus vers des canons de plus en plus longs. Ok, c'est-à-dire que maintenant, en parcours de chasse, on est à 76 cm sans le moins de soucis. Et vous avez des fusils de fosse qui font 81, voire plus, hein, 81, on voit même du 86, et puis vous pouvez même rajouter des chocs inter-externes qui vont encore rallonger. Donc on a vraiment maintenant des fusils qui ont des longueurs exceptionnelles, très très longs en balle trap. Évidemment, ça va être trop pour faire de la chasse, à moins que vous soyez posté, que vous ne marchiez pas, voilà, que vous soyez posté et que ça soit pas un problème d'avoir un fusil de ce poids-là. Mais si vous êtes en action de chasse, alors réfléchissons un peu, les longs canons. Plus long, est-ce que c'est bien? Quels sont les plus et les moins des canons plus ou moins longs? Alors, les plus et les moins. Alors, dans les avantages des longs canons, plus un canon est long et plus vous arrivez à pointer vers la cible. Encore une fois, quand on tire à la gerbe de plomb sur une cible mouvante, on ne vise pas, d'accord? C'est pas un tir de carabine sur cible immobile. Vous n'êtes pas en train de tirer à la carabine à air comprimé sur une cible. Là, vous êtes en train de tirer à la gerbe de plomb sur une cible qui est mouvante. Donc, on ne vise pas, on pointe. Vous aurez, avec un canon long, plus de facilité à pointer parce que finalement, vous avez plus de maîtrise du geste. Ensuite, le swing sera aussi beaucoup plus équilibré. Le swing, c'est ce mouvement de rotation que vous pouvez faire sur un gibier qui traverse devant vous. Et bien évidemment, du fait de l'inertie de ces canons-là, vous aurez un swing qui sera beaucoup plus en maîtrise de vitesse de rotation avec un canon qui est long. C'est un peu l'effet comme un gros bateau. Vous voyez, un gros bateau, il met longtemps à freiner, il met longtemps à accélérer. À cause de sa masse, il y a cette espèce d'amplitude dans le mouvement, d'inertie dans le mouvement, qui est favorable avec un long canon. Ok. Les longs canons aussi, ils ont aussi un avantage par rapport alors pas véritablement au recul, mais plutôt au mouvement de canon quand vous tirez. Alors, imaginez que vous soyez positionné comme ceci. Ça c'est vous, ça c'est votre fusil. Vous avez un gibier comme ça qui passe en montant. Évidemment, vous allez faire ce swing, vous allez lever les canons. Évidemment, avec un canon qui est long, eh bien, au moment du coup de feu, vous aurez moins l'impression du canon qui saute, hein, comment dire, qui gicle dans l'épaule. Vous aurez plus de maîtrise. Vous aurez plus de maîtrise. Et vous aurez également un tir beaucoup plus en maîtrise sur les longues distances.
voilà, je sais pas moi, des oiseaux migrateurs qui volent à haute altitude, ça sera plus facile avec un canon qui est long. Canon court, alors on peut fixer, à mon avis, en chasse, la limite à 70 centimètres. Ok? Moins de 70, plus de 70. Au-dessus de 70, on considère qu'on a une canonnerie qui est relativement longue. En dessous de 70, une canonnerie qui est relativement courte. Alors, les inconvénients de ce genre de canon, eh bien, en tir réflexe, c'est pas l'idéal, d'accord? Si vous avez un canon qui est long et que vous chassez, je sais pas, dans les bois et que vous avez une fenêtre de tir hyper restreinte avant que le gibier ne disparaisse dans un fourré, évidemment, l'inertie de ces canons est un désavantage pour le tir réflexe, d'accord? Vous aurez besoin donc de plus de temps. D'accord? C'est pas des fusils de courte portée. D'accord? Euh, un désavantage aussi de ce genre de canon, c'est qu'il faut avoir une vraie maîtrise technique. D'accord? Quand vous avez un canon qui est très court, vous pointez, vous appuyez et vous avez une chance de toucher. D'accord? Si les canons sont longs, comme il faut bien savoir manier le fusil, il faut avoir un bon épaulé, un bon swing, il faut savoir maîtriser ces gestes qui sont beaucoup plus compliqués que ce que ça en a l'air, hein. Donc il faut une maîtrise technique. D'accord? C'est un des désavantages des canons. C'est des canons qui nécessitent plus de savoir-faire. D'accord? Voilà. Autre désavantage, pour les tirs au sol, moi je les trouve pas toujours très très pratiques. Lapin, lièvre, c'est pas génial. D'accord? Là, on préfère des canons courts, enfin, en tout cas pour ma part, je les trouve plus intéressants. Alors, comme tout, c'est une histoire de compromis. D'accord? Si vous sentez que vous êtes un tireur pas très expérimenté, si vous sentez que vous allez beaucoup tirer à courte portée euh, avec du tir réflexe, partez sur des canons plutôt courts. Si vous êtes sur des chasses avec du gibier éloigné, avec une grande fenêtre de tir, typiquement à la plaine, partez plutôt sur du canon long. Mais attention, encore une fois, au poids du canon. Alors, ce qui est bien, c'est que les fabricants ont quand même énormément progressé. Et aujourd'hui, on sait faire des canons plus légers, mais qui ont des qualités balistiques qui sont impressionnantes, qui sont vraiment impressionnantes. Voilà. Si on compare par exemple aux fusils qui ont une cinquantaine d'années, pour avoir ces qualités balistiques, il fallait de vrais arquebuses. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie sur votre physique et le choix du fusil? Alors déjà, moi, le conseil numéro un que je vous donne, c'est de tester. C'est de tester les fusils. Ok, vous allez sur un stand de tir, vous testez les fusils, vous en faites prêter un, vous demandez aux gens ce qu'ils en pensent. Il faut essayer. C'est dommage d'acheter un fusil sans avoir tiré quelques cartouches avec, d'accord? Parce que il y aura toujours cette part un peu irrationnelle qui fait que il y a certains fusils que vous allez sentir, ça va coller tout de suite. Voilà. Moi, quand j'ai acheté mon Browning, enfin, j'ai hésité, et puis j'ai tiré quelques cartouches et j'ai tout de suite été beaucoup plus à l'aise avec mon fusil qu'avec un autre. D'accord? Et pourtant, l'autre, j'hésitais avec un Winchester. C'est quasiment un fusil jumeau, mais il y avait quelques différences en termes de poignée, en termes de grip, qui faisaient que j'étais 1000 fois plus à l'aise avec le Browning que avec le Winchester, même si ce sont des armes qui sont cousines. Tester, d'accord? Ensuite, euh, prenez en compte votre gabarit, ok? Petit gabarit, petit fusil, petit calibre. Semi-auto, fusil léger. Gros gabarit, on peut aller vers des choses un peu plus lourdes. La troisième chose, je ne sais plus, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, oui, je vous ai dit, apporter un soin particulier à la longueur de canon. Ok? La quatrième chose aussi, c'est faites attention au grip. Ça, je voulais vous en parler, je vous en parle maintenant.
Le grip, c'est quoi? Bah, finalement, c'est la sensation que vous allez avoir au niveau des mains, au niveau de la main avant, au niveau de la main arrière. Donc, ça, c'est des mots que je vais employer souvent, main avant, main arrière. Donc, si vous avez votre fusil, tac, comme ça, hop, la crosse, les canons, et ici la longuesse. La main avant, c'est celle-ci. Donc, si vous êtes droitier, c'est la main gauche. Si vous êtes gaucher, c'est la main droite. Et la main arrière, c'est celle-là. D'accord? Si vous êtes droitier, c'est la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Donc, le grip. Alors, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais en fonction des angles, des diamètres, de la longueur de vos doigts, de votre poigne, certains grips seront favorables et d'autres défavorables. Prenez par exemple les semi-autos. Les semi-autos, ils ont en général des poignées qui sont fines. Ok, donc si vous avez des longues mains, vous pouvez être gêné avec les semi-autos. Par contre, si vous avez des petites mains, vous préférez sans doute un semi-auto ou un juxtaposé parce qu'en général, leurs poignées sont nettement plus fines que les poignées des superposés. Ok. Faites également très attention à la main avant, à la longuesse. Quand vous essayez le fusil, le mieux, c'est que la main avant, elle soit positionnée vraiment au milieu. D'accord? Si la main avant, elle est trop positionnée en avant, ça va ralentir le swing, vous serez plus en maîtrise, mais vous aurez du mal sur les oiseaux rapides ou sur les gibiers qui giclent. Et si au contraire, la main avant elle est positionnée trop en arrière, eh bien, vous aurez une sensation comment dire, de survitesse et vous aurez du mal à contrôler et à avoir de la régularité dans votre tir. D'accord? Donc là, il faudra sans doute travailler la longueur de crosse. Donc c'est pareil, quand on essaye un fusil, évidemment, les ajustements en termes de longueur de crosse, de modification de crosse ne sont pas encore faits. Donc, validez aussi votre fusil en faisant un ciblage. C'est super important. Je veux dire, je pense qu'il n'y a même pas un tireur sur 10 qui cible son fusil. C'est-à-dire qu'il va tirer sur du carton pour voir comment la gerbe est répartie. C'est grave, hein, parce que vous pouvez avoir un fusil qui nécessite une modification de crosse sans avoir même conscience que c'est le cas. D'accord? Donc encore une fois, le guide que vous trouverez sur Chasseur Technique, qui est gratuit, il va vous expliquer comment on fait un ciblage de fusil dans les règles de l'art. C'est vraiment quelque chose d'utile d'avoir cette information parce que vous allez visualiser si la gerbe elle est bien positionnée et vous allez savoir ce qu'il faut faire. S'il y a un problème de positionnement de gerbe, si c'est trop haut, trop bas, trop à gauche, trop à droite, etc., etc. Donc allez télécharger ce guide sur le blog Chasseur Technique. D'accord? Vous allez sur chasseurtechnique.fr. Sur n'importe quel article, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement ce guide. Donc voilà, donc le poids, la longueur de canon en fonction surtout du type de chasse que vous allez faire, la sensation au niveau du grip et le ciblage de fusil. Et ce qui est rigolo, c'est que ben il y a des fusils que vous allez adorer, il y a des fusils que vous allez détester. Et c'est très 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 subjectif parce que quelqu'un qui a à peu près les mêmes dimensions que vous, le même gabarit que vous, eh ben, il pourra lui détester le fusil A, adorer le fusil B, alors que vous, vous allez détester le B et adorer le A. Il y a une part d'irrationnel, il y a entre guillemets, ben, moi ce que j'appelle l'équipe, le duo que vous allez former. Donc c'est le chasseur plus son fusil. Et là, tous les goûts sont dans la nature, hein. Il faut être assez pragmatique, d'accord? Donc voilà. Sur les éléments de morphologie, le but ici, c'est pas de vous faire un cours détaillé sur la conformité. Il y aurait tellement de choses à dire que ça me paraît impossible. L'essentiel, c'est de tester le fusil. L'essentiel, c'est d'aller voir plusieurs armuriers. Allez voir plusieurs armuriers ou faites-vous accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience en la matière et vous réussirez à trouver, j'en suis certain, un fusil qui vous convient, d'accord? Je voulais également vous parler maintenant des accessoires. Alors moi, ce que j'appelle les accessoires, c'est un peu tout l'emballage marketing sur, par exemple, les mires, enfin les guidons. Je sais jamais s'il faut dire mire ou guidon. Donc, pour vous rappeler, si vous avez un fusil qui est comme ça, hop, tac. Oula, j'ai carrément fait un mousquet, mais ce sont, par exemple, les petits points fluorescents lumineux qu'on trouve maintenant.
en bout de canon ou en intermédiaire. D'accord? Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut acheter des fusils qui sont équipés de ce genre de choses? Pareil, les bandes, on commence à avoir des fusils de chasse qui sont de plus en plus hauts. Alors, si vous vous intéressez au Baltrap, vous savez que les fusils de fosse, parfois, ils ont des bandes qui sont carrément comme ça, qui sont très très hautes, hein. Vous avez des bandes de plusieurs centimètres de haut, donc ça a un intérêt, hein. Ça vous permet en fait comment dire, de pointer les canons sur le plateau qui est fuyant en montant sans avoir à le couvrir avec les canons. D'accord? Le piège au ball trap, c'est quand le plateau il est caché, enfin au tir en général, un des pièges, c'est quand votre cible, que ce soit un oiseau, un lapin ou un plateau de ball trap, est caché par les canons. Ça pose un souci. Quand on fait de la fosse, on tire toujours des plateaux qui sont fuyants montant. Donc, pour éviter d'être masqué par les canons, bah, on met ce système de bande qui est très très haut. Donc, ça permet vraiment d'amener la canonnerie dans son ensemble vers le plateau sans que ça soit masqué. Ok, c'est ça l'intérêt. Et donc, on commence à voir en chasse des fusils qui ont des bandes de plus en plus hautes. C'est rigolo, hein, mais voilà, il y a une tendance. Hein, on le voit pas mal chez Fabarm. On le voit pas mal chez Krieghoff, avec des fusils de chasse qui ont des bandes de plus en plus hautes, etc., etc. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus, d'accord? Sur les mires, etc., sur les hauteurs de bande. Ok, maintenant parlons donc des mires, du guidon, des points fluo lumineux qu'on voit de plus en plus. Alors, vous avez votre canon de fusil superposé ou de semi-auto, peu importe. Et on se rend compte aujourd'hui que on a de plus en plus d'accessoires. Donc un point rouge, on a même maintenant carrément des bandes ici comme ça, fluo, qui sont longues, et puis une autre ici. Enfin voilà, il y a une myriade de combinaisons de choses qui existent. Alors, comment vous dire? Je vais vous donner mon avis là-dessus, mais là, on en rentre vraiment dans les choses personnelles. Soit on aime, soit on n'aime pas. Je vous donne mon avis, je vous explique pourquoi. Je ne vous donne pas mon avis comme ça en claquant des doigts, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre ce genre de choses. Alors, quand j'ai commencé le ball trap, parce que moi je viens du ball trap à la base, euh, mon fusil, un Browning Citori White Lightning, donc un fusil d'entrée de gamme chez Browning conçu pour le parcours de chasse, était équipé simplement d'un petit point blanc. Alors je vais pas le faire en blanc parce qu'on va rien voir, je vais le faire en, je sais pas, je vais le faire en bleu ciel. J'avais simplement un petit point comme ça au bout et c'est tout, d'accord? Et quand j'ai commencé le ball trap, je me suis rendu compte que j'étais nul, enfin nul, nullissime, que j'avais des mauvais résultats. J'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois sur le blog. Quand j'ai essayé le ball trap, donc au ball trap, on tire des séries de 25 plateaux. On m'a dit, bah voilà, essaye de faire un parcours de chasse et tu verras si ça te plaît. Si ça te plaît, tu prends une licence. Donc ils ont été sympas avec moi, ils m'ont permis de faire un essai en fait. Et donc, premier jour, on me prête un fusil, trop petit pour moi, patati patata, je fais 18 sur 25. Donc évidemment, j'étais ravi et j'étais persuadé d'être une super gâchette, que j'étais un as. En fait, j'étais nul, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Donc je fais 18 sur 25, je me dis, waouh, c'est génial ce truc, c'est cool, j'adore. Donc je prends une licence et je m'achète mon fusil. Ok. Et donc je m'achète mon fusil, je tombe sur un bon armurier qui me fait le travail de conformité. Moi, je suis très grand, donc j'avais besoin qu'on rallonge la crosse. Il fait ce travail-là. Et donc, je commence tous les samedis, tous les dimanches à aller au club. Et là, catastrophe. 4 sur 25, 6 sur 25, 12 sur 25. Oh là, j'avais fait 15, j'étais trop content. Puis après, je refais 4 sur 25. Bref, des très mauvais scores et très très irréguliers. Et donc, moi, je commence à poser des questions et on me dit, ah, parce que t'es trop devant, t'es trop derrière, et puis ton fusil, ça va pas, machin truc, ceci, cela. Bref, on me raconte tout et son contraire. Et moi, je me suis dit, mais tiens, les mecs qui tirent bien, ils ont des machins de couleur. Je me dis, bah, il faut que j'en fasse rajouter un. Si j'en ai pas, c'est parce que mon fusil, il est entrée de gamme.
Donc je vais chez l'armurier, je fais rajouter un point rouge ici, et je me dis, bah maintenant ça va aller mieux. Le problème, c'est que ça a aggravé mes problèmes. Et je pense que le fait d'avoir ici les machins fluo et tout dans tous les sens, ça aggrave les problèmes de tir au lieu de les solutionner. Il y a un truc que vous devez savoir. Je vais vous le donner maintenant, c'est un des secrets du tir. Un des secrets du tir, c'est que vos yeux, quand vous tirez à la gerbe de plomb sur cible mouvante, je vais l'écrire, gerbe de plomb sur cible mouvante. Je parle pas de tir de sniper sur machin fixe. Cible mouvante. Genre, voilà, je tire au calibre 12 sur en faisant. Quand vous tirez sur un truc, votre regard, il doit absolument pas être sur les canons, il doit être sur l'objectif. Donc ici, vous avez la cible, c'est ce rond. Votre regard, il doit être là. Je vais le faire le schéma dans dans une autre configuration et vous allez mieux comprendre. Donc c'est vraiment super important ce que je vous dis. Et donc, je suis sympa de vous le dire ici parce que d'habitude je fais payer ce conseil. Il est plutôt dans mes cours payants. Ça c'est vous. Ça c'est la cible. La cible elle va comme ça. D'accord? Donc on est d'accord que vous, pour toucher la cible, il faut tirer là, il faut tirer devant. Pourquoi? Parce que les temps que le plomb parcourt le chemin, la cible aura avancé et vous toucherez. Donc, le truc, c'est que ça, si c'est vous, le canon, il est là. D'accord? Ça, c'est votre nez, ça, c'est vos yeux. Si vous êtes droitier, le canon, il est là. Alors, bon, pas tout à fait parce que vous êtes en position épaulée, donc c'est pas aussi le truc, il n'est pas décalé sur le côté, mais bon, vous voyez l'idée. Eh ben, le truc qui va vous tuer le tir, c'est si vous essayez de mesurer l'avance. Ça, c'est un des secrets. Si vous essayez de mesurer l'avance, c'est mort. Pourquoi? Parce que si vous mesurez l'avance, on est d'accord, on ne peut pas regarder clairement et distinctement deux choses à la fois. Physiologiquement, c'est impossible. Donc, votre regard, il est là-dessus. Et puis, si vous essayez de mesurer l'avance, ben, votre regard, il passe là. Donc, votre cerveau, il ne sait plus ce qu'il vise. Donc, ça a une tendance, c'est que ça vous fait stopper le swing et que vous tirez derrière. D'accord? Et les gens ne comprennent pas ce truc-là. Les gens, ils disent, ah, mais il faut que je mesure l'avance. Donc, la traduction concrète, c'est que les gens, leurs yeux, ils vont de la cible au canon. Donc, clairement, vous faites passer vos yeux ici pour mesurer la distance D, l'avance. Et donc, votre regard, il passe sur les canons. Pendant que vous regardez les canons, vous ne regardez plus la cible. Votre cerveau ne sait plus ce qu'il doit tirer. Et en général, on arrête le swing. On a un swing qui est haché. C'est-à-dire que, ah, je regarde la cible, la rotation. Et puis après, vous essayez de mesurer l'avance. Vous quittez la cible des yeux et hop, vous arrêtez la rotation parce que votre cerveau ne sait plus ce que vous tirez. Donc vous essayez de mesurer l'avance, mais comme la cible elle a bougé, bah, l'avance que vous avez mesurée elle est plus bonne vu que vous ne la regardiez plus. Donc vous recommencez à regarder la cible et hop, vous recommencez la rotation. Et ensuite vous mesurez la distance, l'avance, et hop, vous arrêtez le truc. Et on a un tir comme ça, un swing qui est super haché, où les gens ils font une rotation, ils arrêtent, ils font une rotation, ils arrêtent, ils font une rotation, ils arrêtent, ils font une rotation, ils arrêtent. Et c'est un vrai gros problème de tir. Et donc, le fait de rajouter des points fluo, selon moi, si vous mettez un point fluo ici, un point fluo ici, selon moi, ça a tendance à vous faire quitter la cible des yeux pour regarder les canons. Et à partir du moment où vous regardez les canons quand vous tirez sur une cible mouvante, c'est foutu. Vous ne toucherez pas. C'est une grosse faute de tir. D'accord? C'est une grosse faute technique. Il faut toujours que vos yeux soient sur la cible. Alors j'en reparlerai dans les cours, etc., pour mieux tirer, machin, mais il faut toujours avoir les yeux sur la cible. Et ces trucs fluo sont simplement des choses qui vont vous détourner l'attention. Donc je ne recommande pas l'installation ni l'achat de fusils qui ont trop de trucs comme ça, parce que ça a tendance à vous faire viser au lieu de pointer vers la cible. Voilà. Ok? Il ne faut pas viser. Voilà en ce qui concerne les trucs fluo, les mires, les guidons intermédiaires fluorescents, etc., etc. Ensuite, les bandes. Je vous l'ai dit, on constate de plus en plus des fusils qui sont équipés de bandes ventilées de plus en plus hautes et même
Alors, quand c'est bas, c'est pas méchant, quoi, hein. Quand c'est voilà, 2-3 millimètres, ça va, mais on commence à voir arriver des machins qui sont vraiment, vraiment hauts. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ok. Bande ventilée, machin, classique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Eh bien, euh, tout dépend de la trajectoire du gibier. C'est ça le problème. Le problème, c'est la polyvalence. Alors, tout dépend de la trajectoire du gibier. Si vous êtes là et que vous avez un gibier qui est fuyant, qui part devant vous, que ce soit au sol ou un oiseau qui est fuyant. C'est pas grave d'avoir une bande haute, parce que la bande haute va vous permettre de toujours garder le contact visuel avec votre cible sans que les canons ne masquent votre cible. D'accord? Ok. À partir du moment où vous perdez le contact visuel avec votre cible, en fait, vous pouvez pas bien tirer. Donc c'est pas mal dans ce cadre-là. Maintenant, si on est dans une autre configuration, comme ça, le champ de tir, il est là devant vous, vous êtes là, et que là non plus, vous allez non plus avoir vous n'allez plus avoir des fuyants, mais vous allez avoir un gibier traversant, en gauche-droite ou en droite-gauche. Là, la bande haute, pour moi, c'est pas terrible. Là, pour moi, la bande haute, c'est pas terrible, parce que ça va avoir tendance à vous faire tirer trop haut. D'accord? Ça va vous faire tendance à tirer trop haut. C'est pas trop grave de tirer haut quand vous avez un gibier qui est fuyant et montant, puisqu'il monte. Le gibier, il a une tendance naturelle à aller vers la gerbe. Mais là, sur un gibier qui est purement traversard, moi, les bandes hautes, je ne recommanderais pas. Donc, si vous voulez chasser, essayez de prendre un fusil avec des bandes de petite taille. Donc, vous avez le canon, hop, et vraiment un truc petit. Et évitez les machins fluo, les trucs, il vous faut juste à la rigueur un point ici. Et encore, ça sert à rien. Normalement, vous en auriez même pas besoin. Mais bon, vous aurez toujours un petit truc blanc au bout. C'est pas bien grave. Mais voilà, c'est le principe général que je voulais vous donner sur les petits accessoires, etc., qu'on peut avoir sur son fusil. Ok, donc si on veut récapituler, quel type de fusil devez-vous choisir? Alors, on a vu que, il y avait un critère qui était lié, bien sûr, à votre budget, à votre budget. Il y a un critère qui est bien sûr lié à votre morphologie et il y a un critère qui est lié au type de chasse. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser tout ça? Eh bien, en termes de budget, si votre budget est plutôt faible, allez vers un semi-auto. Si votre budget est plus élargi, évidemment, ça vous permet de choisir d'autres modèles. La morphologie, on a petit gabarit, grand gabarit. Petit gabarit, on va partir sur des calibres plus petits, sinon on peut partir sur du 12, avec ici une nuance sur le type de chasse, parce qu'évidemment si vous avez une chasse qui est très statique et que vous tirez assez peu, finalement le calibre 12 pourrait très bien convenir à tout ce que vous faites. Type de chasse, si on est dans des chasses sur lesquelles le tir réflexe est important, par exemple au bois, euh, un petit calibre, du fait de sa grande maniabilité, peut être intéressant. En plaine ou alors sur des oiseaux migrateurs, et bien là on peut s'orienter vers un fusil de type superposé ou semi-automatique. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider, vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de choisir le fusil qui vous convient. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre non pas chez un armurier, mais au moins chez deux armuriers, de aussi tester un maximum les fusils, essayer de vous faire prêter des modèles, de toujours également choisir un armurier qui a des vraies compétences en termes de conformation de l'arme pour qu'il puisse vraiment adapter le fusil. Et je vous recommande également de faire des ciblages de fusil pour vérifier que le fusil tire correctement au bon endroit, hein. C'est-à-dire que vous allez comme ça cibler votre arme et vous assurer de la bonne répartition de la gerbe
Donc on va être en 50-50 sur l'axe gauche-droit. Et on va avoir un fusil qui tire légèrement haut, donc 60-40 par exemple. C'est une bonne répartition des plombs pour tirer en chasse. Ok, donc l'ensemble de ces conseils doivent vous permettre de faire le bon choix. Je vous souhaite une excellente chasse. Je vous dis à très bientôt sur Chasseur Technique. Et ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le lien qui est dans la description, qui vous donne un guide complet pour valider votre fusil. C'est une méthode, un petit test que vous pouvez faire chez vous pour vérifier que la conformation de votre fusil est parfaite. C'est gratuit et c'est important parce que vous ne pourrez pas mettre en place les bonnes techniques de tir, progresser sur la gestuelle, sur les mouvements, si votre fusil n'est pas parfaitement adapté à votre morphologie. Donc c'est vraiment la première étape. Et cette première étape est 100% gratuite. Je vous invite donc à télécharger le guide qui est en lien dans la description. Voilà, merci et à bientôt sur Chasseur Technique. Ciao.